Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, savoir s'arrêter à temps quand on scrolle. Ça fait partie d'une consommation plus raisonnée et raisonnable du numérique. Démonstration, ce sera dans le nouvel épisode de la famille Tout Écran en partenariat avec le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, aujourd'hui tu vas nous emmener dans ce lieu légendaire qu'est l'Opéra Garnier pour un jeu immersif consacré au plus célèbre des cambrioleurs, Arsène Lupin. Et oui, Marjorie, objectif dénouer la dernière affaire que Lupin a laissée irrésolue à sa mort. Le tout sous les ors du Palais Garnier. C'est le jeu en famille à faire en 2023 et je vous emmène tout à l'heure découvrir. On va suivre le guide dans un instant. Allez, notre question du jour, 2 en 1 avec 2 entrepreneurs engagés. L'un dans la défense d'un numérique véritablement éthique, sobre, respectueux de nos données. L'autre engagé dans l'innovation pédagogique grâce aux outils tech. On va évidemment parler de la façon dont on peut reprendre le pouvoir sur le web, aux actes citoyens du numérique. Pourquoi le slow web est-il devenu le nouveau cool? On en parle avec Tariq Rim, entrepreneur engagé, fondateur de NetVibes, de Jolly Cloud et de Polite, initiateur du mouvement slow web. Bonjour à vous Tariq. Bonjour. Et puis, réviser le théorème de Thalès avec Soprano, l'affaire Dreyfus avec Joe Star. La tech connaît la chanson, vous le savez, ça se passe avec l'application StudyTrax qui s'est propulsée dans le top des applications préférées de l'éducation nationale. On peut désormais lire cette application grâce aux éditions Nathan, Alexandre Hooper. Vous êtes le cofondateur de StudyTrax. Bonjour à vous. Bonjour, Et merci beaucoup de m'inviter. Merci à vous d'être présent encore une fois dans l'école du futur. Vous venez d'adapter la méthode justement de StudyTrax avec mon coach 3e, 99 chansons pour réviser justement avec StudyTrax. C'est en librairie depuis le 5 janvier. On y revient dans un instant. Mais d'abord, focus. Bon, je te dire tout de suite, limiter son temps d'écran, c'est pas toujours si facile que ça. Heureusement, il y a des applications de contrôle à distance qui existent. Heureusement, je le dis pour les parents, je dis plutôt dommage pour les enfants. En tout cas, c'est ce que va nous apprendre le nouvel épisode de la famille Tout Écran. C'est notre série en partenariat avec le Clémy, bien sûr. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en plein niveau. On avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina? Oh non, c'est ça. Juju? Pourquoi il y a plus ici? Oh non, c'est tout noir. Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, moi. Je parie qu'il joue en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Eh oui, attention, autant d'écran, on ne saura que trop vous le dire dans cette émission. Tout de suite, aux armes citoyens du web, on en parle avec Tariq Rim et Alexandre Hooper. C'est la première partie du talk. À nos côtés, donc, pour cet épisode de l'École du Futur, Alexandre Hooper, vous êtes le cofondateur de StudyTrax. J'ai envie de dire rebonjour à vous parce que vous avez fait le plaisir d'être un des premiers invités de l'École du Futur l'année dernière pour le lancement de School TV. StudyTrax, c'est toujours cette application qui permet de réviser en chanson, qui est basée notamment sur une approche neuroscientifique. On a nos artistes préférés, ils nous aident à réviser tout un tas de matières. Vous êtes propulsés dans le top préféré des EdTech de l'éducation nationale. Bravo à vous. Et vous venez d'adapter cette méthode, justement, avec les éditions Nathan. Ça s'appelle Mon coach 3e, 99 chansons pour réviser avec StudyTrax. Et c'est en librairie depuis le 5 janvier. Tariq Rim, entrepreneur toujours engagé. Vous avez fondé NetVibes, Jolly Cloud, encore Polite. Vous êtes l'initiateur du mouvement Slow Web. On va essayer de comprendre ce qu'est ce slow web, parce que c'est vrai qu'on est passé, notamment en 2022, et on le voit déjà dès ce début de l'année 2023, dans
une tech, ou en tout cas un secteur tech, qui vit une véritable crise de confiance. On peut parler de la course effrénée aux licornes, de l'économie de l'attention, des OPA inamicales des plateformes sur nos données personnelles, jusqu'à la manipulation d'opinion. Le slow web, c'est un mouvement qui nous dit on peut reprendre le pouvoir sur la technologie telle qu'on la connaît. En fait, tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité. Le slow web s'inspire beaucoup du mouvement qui s'appelle le slow food, qui est un mouvement qui est apparu en Italie il y a maintenant presque 40 ans, et qui était un mouvement qui était évidemment en opposition à l'idée du fast food, mais qui était aussi cette idée que la nourriture, et donc l'expérience de la nourriture, ce n'est pas que manger des produits bio, c'est aussi la manière dont on prend le temps de manger, le temps de socialiser. En fait, le repas est un moment essentiel. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que quand on fait le parallèle entre la technologie et la nourriture, finalement, ce sont deux choses que l'on consomme tous les jours. Et donc, la question qui se posait, c'est est-ce que le numérique que l'on consomme chaque jour est un numérique qui nous fait du bien, ou au contraire, un numérique qui nous stresse, qui nous rend, on va dire, beaucoup plus fermés. On est tous ensemble, mais on est tous seuls ensemble. Et c'était pour paraphraser le livre de Sheryl Turkle, Alone Together. Et donc, effectivement, la question qui se pose, c'est comment construire des outils, parce que si on est comme ça, si aujourd'hui je mets mon téléphone comme ça, avant je l'avais comme ça, et toutes les 5 secondes, j'avais des notifications, c'est que les gens qui ont développé ces applications, en fait, les ont développées pour capturer notre attention. Avant même d'ailleurs les données, on parle souvent de la capture des données, mais le vrai sujet, c'est la capture de l'attention. Et donc, comment construire des outils qui ont la bonne distance entre le besoin d'informer, le besoin de connecter, et aussi le besoin d'être tranquille, tout seul, avec ses pensées. Parce que c'est ce que disait Blaise Pascal il y a des années, c'est que le plus grand danger de l'humanité, c'est de nous laisser seuls avec nos pensées. Peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand danger, c'est de nous laisser seuls avec notre téléphone toute la journée, en étant incapable d'avoir sa propre compréhension de soi-même et d'avoir des temps de repos. De la philosophie du numérique. C'est une démarche que vous avez adoptée alors que vous étiez un entrepreneur du numérique français extrêmement en vogue, que vous étiez vous-même finalement dans cette course justement au développement de nouveaux produits. Vous avez adopté cette méthode slow web après les attentats de 2015 à Paris, après des événements qui vous ont touché personnellement, mais parce que c'était le moment aussi de se dire qu'il fallait faire une pause, que nos vies numériques étant tellement embriquées dans nos vies quotidiennes, il fallait plus que jamais savoir prendre le temps d'oser arrêter d'être sobre numériquement parlant avant même que cette année 2023 ne nous rattrape sur la question de la sobriété numérique. En fait, c'est une question que je me suis posée depuis très longtemps, puisque la plupart de mes outils, que ce soit NetVault, Jolly Cloud, étaient basés sur des interfaces très simples. J'ai toujours aimé l'idée de la simplicité et de la sobriété dans les produits. Maintenant, en revenant à l'origine de la technologie, parce que évidemment les attentats pour moi ont été une période assez dure, parce que je me suis dit comment la technologie que j'apprécie, que j'aime, est en fait l'outil de radicalisation. Et puis là, c'était juste le début. Après, il y a eu le Brexit, l'élection de Trump, etc., etc. Donc comment ces outils, qui étaient normalement à l'origine des outils d'ouverture sur le monde, sont devenus en fait des outils de fermeture sur soi. Et dans la vision de la technologie, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a toujours eu deux approches différentes. La première, qui était celle dans laquelle je me reconnais, qui était celle d'un chercheur qui s'appelait Doug Engelbart, qui a tout inventé, qui a inventé l'informatique moderne, la souris, l'écran, les outils. Et pour lui, c'était augmenter l'intellect humain. Donc c'était un outil pour être une meilleure personne. Et à côté de lui, à Stanford, donc en Californie, à 500 mètres, il y avait une autre personne, John McCarthy, qui a été un des fondateurs de l'intelligence artificielle. Et sa vision, c'est de se dire qu'un jour, l'ordinateur remplacera l'être humain. Et aujourd'hui, on a toujours ces deux idées qui existent. Alors maintenant, avec des outils comme ChatGPT et DALL-E et toutes ces nouvelles technologies, les gens qui pensent que la technologie doit remplacer l'être humain sont plutôt en position de force. Et les gens dont je fais partie qui pensent que les outils doivent s'effacer devant l'individu, doit être un simple outil. Steve Jobs avait cette formule incroyable, il disait que l'ordinateur est un vélo pour l'esprit, puisque finalement avec un vélo, on est beaucoup plus performant, on peut aller beaucoup plus loin. Cette vision a été un peu mise de côté. Et d'une certaine manière, le slow web, c'est de ramener cette idée originelle que l'Internet est à la fois un outil d'accès à la connaissance, que ces technologies nous permettent d'être de meilleures personnes, mais de trouver la bonne approche et la bonne limite.
Vous êtes de revenir finalement à l'essence même de l'outil que voulait construire Tim Berners-Lee au départ. Et la seconde, où la monétisation, où la question justement de la transformation des business models est entrée en ligne de compte dans l'environnement numérique et web, finalement on a perdu l'essence, l'idée même, le propos de connexion et des êtres les uns entre les autres. Et oui, de ce bouillon de connaissances, finalement. Absolument. En fait, pour le slow web, j'avais défini 4 règles assez simples. La première, c'est la transparence. Aujourd'hui, quand je prends mon téléphone et que j'utilise une application, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand je like sur une personne, j'ai l'impression d'avoir liké sur la photo de quelqu'un, mais en fait, l'algorithme est en train de repositionner entièrement mon profil publicitaire, mes données. Parfois, si vous appuyez sur telle personne, sur telle marque, ou vous écoutez telle chanson, votre profil même politique ou votre profil sexuel va changer. La deuxième chose, c'est l'idée de la manipulation. C'est qu'aujourd'hui, vous devriez avoir le contrôle d'une application. On est tous des spécialistes de l'Internet ici. Et dès qu'on prend Instagram, eh ben, hop, 10 minutes de notre vie a disparu. Et pourtant, on connaît tout ça. Et on continue de scroller parce que ce sont des outils qui sont pensés par des neuroscientifiques pour nous rendre addicts. La troisième chose qui semble importante, c'est l'idée de reprendre le contrôle de ces données. Parce qu'aujourd'hui, quand on a, par exemple pour le téléphone, on a la portabilité. Si vous voulez passer de tel opérateur à tel opérateur, vous gardez votre numéro. Si vous perdez votre numéro, c'est beaucoup plus compliqué, vous avez peut-être moins envie de le faire. Aujourd'hui, la question des réseaux sociaux, c'est comment partir d'un endroit sans y laisser la plus grande partie de ma vie, toutes les photos, tous les contenus, tous les messages, tout ce qui fait en fait, qui n'est pas du Facebook, de l'Instagram, du Google, mais en fait une partie de ma vie, mon adolescence, la vie que j'ai eue au collège, ma vie entrepreneuriale, etc. Et donc la dernière, qui est une chose très importante, c'est le droit de partir. Aujourd'hui, c'est très compliqué de quitter une application facilement. Et donc, on reste, on a tous des applications qu'on n'est pas allé depuis 10 ans, 15 ans, voire pour certains plus. Mais sur lesquelles on a toujours un profil. Et donc on a toujours un profil qui continue à comptabiliser notre publicité, qui revend nos données à on ne sait qui. Et donc, ces 4 règles, en fait, qui correspondent un peu aux règles du slow web, ce serait comment construire des produits éthiques. Des produits éthiques, à mon avis, sont des produits qui respectent ces 4 options. C'est une règle, une certaine citoyenneté numérique aussi, hein, si je vous entends bien. Ça veut dire que ce web, parce qu'on l'a dit, on l'a répété beaucoup en 2022, on voulait aller vers une technologie, vers un web plus, un monde numérique, hein, plus éthique, plus sobre énergétiquement, plus transparent. Ça se joue vraiment en 2023. Là aussi, c'est un peu l'année zéro, finalement, du numérique. C'est maintenant ou jamais qu'on peut le construire, ce web-là. En fait, quand vous pensez à l'histoire du numérique a toujours été basée, ou même en tant qu'entrepreneur, sur une idée simple. Échapper à la réalité. On a construit un monde qui échappe à la réalité. On a construit une économie nouvelle qui a cru, qui est devenue d'ailleurs la principale économie. Tous les outils qu'on a fait échappent à la réalité, puisqu'on est dans un téléphone, on est dans les algorithmes, donc on n'est pas dans la vraie vie. Et depuis quelques années, on le voit aujourd'hui avec les conflits en Ukraine, on le voit avec la Chine, le monde réel est en train de revenir. Et donc, se pose cette question, c'est que l'outil numérique, qui était un outil ouvert, accessible à tous, est devenu en fait un lieu de bataille militaire, un lieu de désinformation. Évidemment, il suffit de voir tout ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années, alors notamment aux États-Unis, en Angleterre avec le Brexit, mais on le voit aujourd'hui sur quasiment tous les sujets. Et va se poser la question, puisqu'on est dans un cadre éducatif ici, dans le cadre de cette émission, de savoir comment une jeune génération, qui n'a pas été éduquée comme nous dans des livres de comprendre les enjeux, se retrouve en fait d'une certaine manière dans ce maelstrom d'idées, de choses confuses, de choses qui disent tout et leur contraire, et on n'a pas appris aux gens à la fois utiliser les outils et comprendre en fait qu'une partie de ces outils n'a pas toujours leur intérêt principal comme première fonction. Alors justement, on va essayer de le faire en se projetant dans un slow web de l'éducation. Si vous le voulez bien, Tariq, on va se projeter aussi avec Alexandre Hooper. L'idée, notamment de ce slow web, c'est aussi partie finalement d'une prise de conscience du fait que nous sommes tout autant consommateurs et consommatrices du numérique que citoyens et citoyennes. Là aussi, du web reprend la main face aux plateformes, des plateformes qui, elles aussi, GAFAMisent, si j'ose dire, de plus en plus
plus le terrain de l'école et de l'éducation. Alexandre, quand vous entendez justement la façon dont Tariq redéfinit finalement ces règles dans le numérique, il a aussi est plus lent parce qu'il est plus respectueux aussi de ses utilisatrices et utilisateurs, vous vous dites qu'en matière d'EdTech, on peut apporter une pierre à l'édifice. Oui, absolument, c'est assez drôle puisque, en toute modestie, nos approches sont quand même assez similaires puisque StudyTracks, au départ, ça part d'un constat. En fait, on observe nos ados et on va essayer, au lieu de lutter contre leurs habitudes, essayer d'utiliser leurs habitudes pour leur promulguer du savoir. Et au départ, c'est vrai que StudyTracks a été créé pour lutter contre le décrochage scolaire avec un postulat simple de se dire que nos ados écoutent des heures et des heures de musique par jour. Ils passent effectivement de longues heures à scroller. Et donc, quand on regarde ça, on se dit qu'ils passent du temps à écouter de la musique, ils connaissent par cœur des chansons. Pourquoi pas leur faire écouter des chansons pédagogiques pour prendre un petit peu de ce temps et les éduquer. Mais pour faire ça, il faut qu'on respecte leurs habitudes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un collectif d'artistes qui leur parlent. Donc Soprano, Black M, Fianso, Kobalade, Angoun, des gens qui se mettent au service de l'éducation pour la cause. Et donc c'est avec cette petite alchimie qu'on fait en sorte de prendre du temps en fait et de le rendre un peu plus positif. Et là je le dis en exclu, on ne savait pas, mais fin février, on va apporter la vidéo sur StudyTracks. Encore, on observe du scroll down. Moi, j'ai des enfants, ils passent un temps fou sur TikTok. Alors, effectivement, on a le limitateur de temps, mais bon, c'est conflictuel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la vidéo pour que les utilisateurs, les profs, les artistes puissent se filmer en train de chanter du contenu pédagogique. Et si on arrive à faire ça, on va reprendre un petit peu de temps de TikTok pour leur donner ce qu'ils aiment du contenu vidéo, mais encore une fois, leur promulguer du savoir. Donc c'est vrai que l'ADN, c'est assez proche. On est des entrepreneurs du numérique qui essayons, avec nos moyens, de changer un petit peu les cours des choses et prendre l'attention de nos ados. Alors, on peut pas lutter. Aujourd'hui, un téléphone portable, ça fait partie de notre quotidien, mais on peut essayer d'orienter de manière un peu plus, un petit peu plus pédagogique. Et on essaie de reprendre le pouvoir un petit peu au fur et à mesure, en s'inspirant de l'outil et de l'usage, parce qu'encore une fois, c'est un usage qui s'est imposé et qu'on ne pourra pas changer, on ne peut pas aller contre ces usages-là, mais vous dites que quitte à consommer justement des écrans et des contenus, autant le faire pour accompagner de façon raisonnée, raisonnable, pédagogique, là aussi, les adultes qui ont entendu. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, c'est vrai que TikTok en Chine, il y a en dessous de 18 ans, c'est que de l'éducation. En Europe, c'est du contenu qui, de temps en temps, est très très limite, voire débilisant, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument. Donc on essaie de lutter contre ça. On a parlé beaucoup de cette lutte contre les GAFAM, évidemment, avec une régulation européenne qui s'est montée comme le chevalier blanc, finalement, des questions de justice numérique et pour ces consommateurs et consommatrices européens. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut finalement regarder vraiment le monde géopolitique du web à 360 degrés et se dire que les menaces, parfois, qui pourraient venir face à la souveraineté numérique, elles sont tout autant du côté de la Silicon Valley que du côté de Beijing? En fait, une des questions qui se pose, et vous avez parlé de TikTok, et je crois que c'est un sujet très intéressant, parce qu'évidemment, le TikTok en Chine n'a absolument rien à voir avec le TikTok universel. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'en fait, on est dans la combinaison de plusieurs choses. La première, c'est une lutte acharnée pour le contrôle de l'attention, parce que l'attention est en fait permet de vendre de la publicité. On dit souvent que la publicité est une surcouche de l'Internet, alors qu'en fait, l'Internet est devenu une surcouche de la publicité. C'est-à-dire qu'il habille l'idée qu'on doit vendre du temps de cerveau disponible. Et le téléphone a fait exploser ce temps de cerveau. Il y a 10-15 ans, on était très content d'avoir un mobile parce qu'on pouvait faire ses mails en faisant la queue au Starbucks. Et aujourd'hui, on a des milliards de gens qui sont sur leur téléphone parce qu'ils ont même une anxiété. Je ne sais plus quoi faire, je ne veux pas être seul avec mes pensées, je prends mon téléphone. Et la question, c'est qu'effectivement, en Chine, où les choses sont beaucoup plus autoritaires, pour ne pas dire plus, ont très bien compris que le problème de la régulation est aussi un problème important pour la prochaine génération d'étudiants, parce qu'on arrive maintenant dans une génération, nous on a tous autour de cette table un super pouvoir, on a fait des dissertations. Ça veut dire qu'on a appris pendant des années
Et à l'époque, je ne comprenais pas toujours l'intérêt de passer 1 heure, 2 heures avec ses pensées pour réfléchir à un problème de A, B, C jusqu'à Z et d'arriver à structurer les choses. Le problème de ces outils, c'est qu'on est en permanence en acquisition d'informations. On voit des choses, on apprend des choses, on lit des mails, on reçoit des chats et on reçoit de l'information. On passe de moins en moins de temps à la filtrer, à l'analyser seul. Et déjà, c'est très difficile pour les adultes. C'est très difficile d'ailleurs quand on voit que parmi les choses que l'on reçoit, il y a évidemment des choses qui sont de la désinformation, des choses qui sont de la manipulation, des choses qui sont en fait faites pour un seul but, c'est de nous emmener à aller faire du shopping du matin au soir ou d'acheter des choses sur Internet de manière compulsive ou, comme vous l'avez dit, de nous liquéfier le cerveau. Et donc la question qui se pose pour l'éducation par rapport à ces questions, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre la capacité de réfléchir, d'être seul avec ses pensées, de structurer ses opinions, et en même temps, de l'autre côté, cette capacité de naviguer de mieux, parce qu'on ne va jamais arrêter d'utiliser ces outils, mais on apprend à un moment donné à non pas limiter son temps, mais savoir bien organiser, par exemple, optimiser son algorithme pour avoir des informations de qualité. Moi, ce que j'ai fait sur Twitter tous les ans, j'élimine des choses parce que ça n'apporte rien. On le fait également sur les autres réseaux sociaux. Et rendre les gens plus malins dans cette façon, dans cette approche. Mais par contre, effectivement, la contrepartie, c'est de permettre aux enfants, là, vraiment dans le cadre de l'éducation, et peut-être notre génération aussi, à réapprendre, à savoir, mais qu'est-ce que je pense vraiment, maintenant que j'ai vu tout ça? Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez complexe, mais c'est un challenge pour les années à venir. Oui, consommer le numérique plutôt que de se laisser consommer par lui, et puis surtout se dire qu'on peut transformer finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, ce temps de cerveau disponible en temps d'écran pédagogique effectif. On va revenir justement à ce slow web de l'éducation et à la façon dont StudyTracks aussi apporte sa pierre à l'édifice en matière de la défense des valeurs du NetTech et d'un numérique plus éthique et plus transparent dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud. Standing in our ashes, feeling the sunshine once. Et on est de retour évidemment sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Tariq Krim, entrepreneur engagé, vous l'avez entendu dans la première partie de cette émission, fondateur de NetVibes, de Joli Cloud et de Polite, initiateur du mouvement Slow Web. On est toujours aussi avec Alexandre Hooper, cofondateur de StudyTracks. Alexandre, vous sortez avec les éditions Nathan une transposition finalement de la méthode StudyTracks, de l'application en manuel 99 chansons pour réviser avec StudyTracks. On
va détailler justement cette méthode dans un instant. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi, on plonge dans l'immersion, oui, mais pas n'importe laquelle, un jeu qui a pour décor l'Opéra Garnier et pour héros un gentleman cambrioleur, Arsène Lupin. Et oui, Marjorie, depuis 3 semaines, les Parisiens et visiteurs de la Ville des Lumières peuvent découvrir l'opéra sous un jour absolument inédit, puisqu'ils y revêtent le costume d'enquêteur avec une mission particulièrement coton, celle de dénouer la dernière enquête d'Arsène Lupin laissée par lui irrésolue, où le secret de l'opéra, au centre de l'énigme, se trouve la pierre philosophale découverte par un escroc et guérisseur italien, le comte de Cagliostro, célèbre franc-maçon possesseur de la pierre, jusqu'à ce que ne la récupère Charles Garnier, l'architecte du Palais Garnier, qui l'a cachée dans l'enceinte même de ses murs. C'est aux participants de découvrir où la pierre qui donne l'immortalité se trouve, le tout dans ce jeu créé par les game designers de l'équipe ludique et l'agence Cultival. Pour rappel, l'agence Cultival, c'est l'agence qui a souvent associé des lieux hyper connus à des expériences immersives. On se souviendra du Noël du Grinch au Stade de France ou de l'expérience Assassin's Creed aux Invalides. Oh ben non, ça c'est des lieux formidables pour faire de l'escape game immersif. Où intervient Arsène Lupin exactement au Palais Garnier? Eh bien, notre gentleman cambrioleur n'intervient pas à proprement parler. Et du coup, c'est un peu triste pour ses fans, mis à part, néanmoins, à travers les carnets qu'il a légués à sa descendante Irène Lupin, dans lesquels il laisse justement cette enquête de la pierre inachevée. Et c'est elle, Irène, qui va faire appel aux enquêteurs que nous sommes pour parvenir à percer le mystère de la pierre. Donc ce jeu est un spin-off, un jeu dirigé, un jeu dérivé, non pas dirigé. Mais peut-être que si, finalement. Un peu des deux. Oui. Et comment va-t-elle s'y prendre, cette Irène, pour nous faire percer ce mystère? Eh bien, elle va nous amener sur les traces d'un ballet nommé la Harpe Enchantée, dont l'affiche, la chorégraphie et les partitions vont nous guider à travers tout l'opéra à la recherche d'indices, donc dans les fresques, les statues du bâtiment, un petit peu partout. Ça va être formidable pour pouvoir justement, j'imagine, découvrir ou redécouvrir, se réapproprier l'architecture même du Palais Garnier. Eh bien oui, absolument. Parce que ce jeu, donc, de piste, il nous fait revivre vraiment le siècle d'or de la vie opératique parisienne, symbolisé par ce bâtiment qui est donc l'Opéra Garnier, commandé par Napoléon III après l'attentat raté perpétré contre lui par un patriote italien qui en avait gros sur la patate parce que la France, selon lui, avait abandonné l'Italie après lui avoir promis de l'aider dans son unification. Donc, Napoléon III a commandé un bâtiment qu'il voulait au bout d'un grand axe afin de pouvoir s'échapper en cas de problème. Et nous autres enquêteurs, eh bien, nous sommes amenés à parcourir toute l'enceinte du Palais Garnier à la recherche d'indices qui se cachent parmi ces scènes de volupté sur les fresques de la rotonde du Glacier ou au sein de ce médaillon bleu nuit du Salon de la Lune. Qui fait vibrer une étrange chauve-souris, ou dans le grand escalier, où les personnages du jeu vêtus par les costumiers habilleurs de l'Opéra Paris eux-mêmes nous font imaginer des discussions donc entre le maire de Londres, la famille royale d'Espagne, nous font imaginer la parure, la soie noire sur les hautes formes de l'aristocratie parisienne. Bref, on découvre même des étages habituellement fermé au public, et je ne vous en dirai pas plus parce que je ne peux pas divulgacher cette expérience ludique et immersive au Palais Garnier, mais en tout cas je peux juste vous dire que c'est absolument fascinant. Oui, mais on a très envie justement de plonger nous aussi dans cette expérience. Ça veut dire que pour les petits, pour les grands, c'est un moyen incroyable de découvrir l'histoire du Palais Garnier, cette institution qu'est l'Opéra de Paris. On peut y participer à partir de quel âge? Alors c'est une activité donc en effet super à faire en famille. Alors à partir de 7 ans pour les enfants accompagnés de leurs parents ou d'adultes, et à partir de 10-12 ans pour des groupes d'enfants seuls. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que à l'heure où Netflix a annoncé la sortie pour cette année de la saison 3 de Lupin, je le rappelle, la série française la plus exportée à l'international. Tout simplement. Et oui, et à l'époque aussi, on peut voir Lupin adapté par Delphine Piard ou Lucernaire, ou aussi sortir au printemps 2023, eh bien, le deuxième volet de la BD qui avait eu vachement de succès l'année dernière, Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Eh bien, on ne doute pas du succès de ce jeu immersif de l'Opéra de Paris.
Paris. Et d'ailleurs, je suis allée sur le site de l'Opéra et les places commencent déjà à se faire rares. Donc, pour ceux qui veulent participer à ce jeu, eh bien, je vous conseille d'aller vite sur le site de l'Opéra Garnier. Voilà. Dépêchez-vous avant que ce soit sold out définitivement. La Lupin Mania est donc en marche. Arsène Lupin, c'est un personnage qui vous fascine, Tariq et Alexandre? Oui, absolument. Ouais. Et Arsène Lupin et l'Opéra Garnier, qui est un endroit absolument incroyable. Et je pense que j'adore en fait ce concept d'immersivité dans des lieux. C'est toujours très intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Et puis c'est une autre façon d'expérimenter la relation avec l'espace. Je ne suis pas un grand croyant du métaverse, mais je crois beaucoup à ces... J'allais justement vous poser la question, évidemment. Je crois beaucoup à cette hybridation et je trouve qu'en fait, on a une histoire, notamment en plus en France, depuis le CD-ROM et jusqu'aux jeux vidéo culturels. On remonte quand même au CD-ROM là. Ok, non, mais point CD-ROM, ok. C'est le début du numérique, mais je veux dire, depuis 30-40 ans, on a quand même une expérience dans ce domaine culturel. Et puis on a toujours été à la pointe, donc c'est plutôt agréable. Et justement, l'immersion, ces fils immersifs, sans aller jusqu'à un métavers complet, mais ce sont des développements, des outils qui pourraient vous intéresser pour StudiTrax, parce qu'on est déjà en immersion avec ses révisions, avec son programme scolaire, quand on suit vos artistes sur l'application, désormais aussi sur le manuel de Nathan. Mais est-ce que, voilà, on peut se dire qu'à l'avenir, au-delà de la vidéo que vous venez de nous annoncer, il y a aussi peut-être de l'immersion aussi à aller chercher? Je pense que oui, tout ce qui est, tout ce qui respecte, on va dire, l'habitude future des utilisateurs nous intéresse. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser à une salle de classe virtuelle où on a un artiste qui chante et puis tout le monde est connecté, il écoute et en fait un mini-concert. Et ce mini-concert est voué en fait à tout simplement éduquer et enseigner. Alors ça, on fait des concerts physiques via StudiTrax Awards, on a des concerts de révision, mais c'est vrai qu'en virtuel, on s'est posé la question. On sera peut-être une prochaine étape. Une prochaine étape du développement de StudiTrax, ça tombe bien parce que justement dans la deuxième partie de cette émission, on va y revenir. La méthode StudiTrax, pourquoi est-ce qu'elle a séduit plus de 500 000 utilisateurs et utilisatrices depuis 2019? On continue, on parlait avec Tariq Rim, Alexandre Hooper et évidemment Jeanne Dreyfus. C'est la deuxième partie du talk. Alexandre Hooper, vous êtes donc le cofondateur de cette application qui bat tous les records. 2019, lancement de StudiTrax, version là aussi application. L'idée, toute simple, réviser en chanson. C'est une idée que vous avez eue notamment en travaillant à l'époque avec des neuroscientifiques et en observant aussi tout simplement les ados, en voyant qu'avec de la musique, on retient plus facilement justement des couplets, des refrains et donc quelque part du texte tout court. Pourquoi ne pas adopter et adapter ce texte à du contenu pédagogique? C'est l'idée que vous avez eue. C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est que, en fait, on est parti du principe de se dire qu'il est facile de retenir les paroles de chansons. Si je vous dis, je vous parle d'un temps... Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On peut le faire tout l'après-midi. Montmartre en ce temps-là. Voilà, exactement. Et ça, en fait, moi, je ne savais pas pourquoi ça fonctionnait comme ça. Et c'est vrai, quand on est arrivé en France, alors, StudiTrax, c'est une aventure qui commence en Angleterre en 2015, puis après aux États-Unis. Et en 2018, lorsqu'on veut lancer en France, j'ai la chance de rencontrer M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui me dit qu'en fait, ce qu'on fait, c'est des neurosciences. Ce qu'on fait, c'est l'impact de la musique sur le cerveau. Et là, il m'explique qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, en fait. Et moi, je suis complètement néophyte là-dessus. Je sais juste que, c'est facile. Quand j'écoute une chanson, je le retiens. Et puis, on avait aussi observé sur, justement, le fils d'un ami producteur de musique en Angleterre, que ça fonctionnait, puisqu'on a créé les premières chansons pour lui, on lui a redonné le goût de l'apprentissage, on a simplement respecté ses habitudes qui étaient, il aime la musique, il aime écouter et il retient. Et donc, le ministère nous a mis en place, en fait, une équipe de 7 neuroscientifiques, emmenée par Emmanuel Bigan, donc du lead CNRS. Et Emmanuel, en fait, nous a aidés. Il nous a aidés à comprendre. Ils nous ont aidés à comprendre ce que nous faisions, en fait. Et il nous a aidés, en fait, à aussi... affiner notre méthode. C'est-à-dire que chaque chanson est organisée de la même façon. On va répéter les informations les plus importantes, normalement 3 fois, puisqu'apparemment 3 fois, c'est le chiffre un peu magique, où là, l'information reste dans le cerveau. On a créé effectivement des rimes, des refrains. Dans le refrain, vous avez les informations les plus importantes. Donc, on a finalement créé une méthode qui permet de maximiser la rétention d'informations. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a testé. Alors là, je remercie l'Académie de Poitiers, puisqu'en fait,
fait, c'était au départ à Poitiers que l'on a fait ça, où en fait, on a testé notre méthode. On a commencé, alors Virginie, mon épouse, qui est enseignante depuis toujours, c'est elle qui rédige les textes. Donc, elle rédigeait les textes, elle fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire des fiches d'apprentissage. Et après, on les a fait enregistrer. Alors, au début, on a eu Joey Starr qui nous a tout de suite aidés. Après, effectivement, Soprano. Après, et là, on a plus de maintenant 60 artistes, un collectif. Et donc, voilà, on a testé ça et on a vu que ça fonctionnait. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure en France. Avec, en effet, des noms très prestigieux qui vous ont rejoint, qui vous ont dit oui quasiment tout de suite. Soprano, vous le disiez, Joss Jonathan, MB14, Icar, 4G, Mickaël. Ce sont aussi des artistes qu'on retrouve évidemment dans l'adaptation livre aux éditions Nathan. Un de vos plus fidèles ambassadeurs, vous le nommiez tout à l'heure, c'est Joey Starr. Une collaboration Joey Starr, Alexandre Hooper pour Study Trax. Ça se passe comme ça, regardez. Ça va, tu vas bien? Ouais. C'est parti. Dingue. Ça, c'est réglé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Les migrations sont en augmentation, qu'elles soient. Il était avec moi hier. Pousse les réfugiés. Bientôt. Mot. Mais les migrations internationales ne concernent que 3% en augmentation, qu'elles soient clandestines ou légales. On va mettre la voix comme tu as fait tout à l'heure, c'est bien. Vas-y. J'écoute, hein. Les migrations internationales ne concernent que 3% étrangères ou illégalement dans une situation très précaire. Des cours d'éducation civique et morale et des cours d'histoire avec Joey Starr, vous achetez Tariq? Écoutez, je découvre, je trouve ça plutôt fascinant. Hein. Mais c'est justement fascinant parce que ces artistes, encore une fois, ils vous ont dit oui dès le départ. Ils se sont engagés parce que la question même de l'éducation les touchait, mais parce qu'ils trouvaient aussi un vrai projet artistique dans les tracks qu'ils pouvaient composer avec vous. C'est ça. En fait, en toute modestie, encore une fois, on fait de la vraie musique, des vraies chansons qui plaisent aux jeunes. En fait, si on commence à tricher ou essayer d'être cool, on est mort. Face à notre audience, on est du 10-18 ans, on ne peut pas tricher. Donc il nous faut des artistes qui leur plaisent, des vrais professionnels, donc il n'y a que des artistes professionnels avec nous, et on fait des vraies chansons. Et après, là où on prend un peu de recul, c'est que les paroles, c'est issu des livres de cours, des programmes officiels. C'est un peu ça, c'est ça l'astuce. C'est une astuce en tout cas qui fonctionne très très bien. Je le disais tout à l'heure, 500 000 utilisateurs et utilisatrices depuis le lancement de l'application. Il y a deux versions. Une version qui continue à fonctionner par abonnement pour les élèves qui souhaiteraient directement télécharger StudyTrax et approfondir tout seul leur contenu pédagogique. Et puis il y a une autre version qui est celle qui va s'appuyer justement sur les enseignants, les enseignantes. On avait reçu justement grâce à vous Kevin Faure, qui est un des professeurs d'éducation musicale en Seine-Saint-Denis qui utilise le plus d'ailleurs StudyTrax, c'est quasiment votre égérie côté prof, si j'ose dire, et qui nous expliquait dans des émissions précédentes que ça lui permet aussi de pouvoir finalement revoir la collaboration qu'il peut avoir avec les autres enseignants et les enseignantes. Ça fait fonctionner des équipes pédagogiques complètes ensemble. Oui, absolument. Alors c'est vrai que vous avez raison de le souligner. On a une plateforme enseignant, éducative, donc là qui est raccrochée aux gares, qui est en déploiement dans les écoles, où là, en fait, c'est financé par les départements, qui nous aident justement à pouvoir financer ces accès pour les écoles. Il y a tout le contenu, donc sur toutes les matières sur cette plateforme, et il y a des outils pédagogiques qui permettent, en fait, cette plateforme permet aux enseignants. Alors généralement, c'est utilisé en pédagogie inversée, où on va avoir des professeurs qui donnent des leçons à écouter à la maison, et lorsque les élèves reviennent en cours, ils ont déjà toutes les notions. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite, de gagner un temps fou, puisque le théorème de Thalès, je le dis souvent, c'est évidemment important, utile de le connaître, mais c'est encore plus utile de savoir l'appliquer. Donc nous, on s'occupe de la première partie, les élèves arrivent, ils ont le théorème de Thalès dans la tête, et maintenant on dit, ok, maintenant tu sais ce que c'est, comment l'appliquer. Et c'est là où le prof va intervenir. Oui, c'est-à-dire que vous transformez l'essai avec l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs et des actrices de StudyTrax. C'est ça, exactement. Et l'autre élément que vous avez noté, et c'est vrai qu'il est important, c'est que le rôle du professeur d'éducation musicale maintenant pour nous est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'on a des profs d'histoire, de maths qui vont voir les profs d'éducation morale, enfin d'éducation musicale, et qui leur disent mais tu peux pas leur faire chanter cette notion que je vais faire la semaine prochaine. Et donc en fait, en chant choral, ils chantent
chantent l'affaire Dreyfus, ils vont chanter la Terre en géographie, et en fait ça aide les autres profs, puisque le chant choral est central évidemment dans le programme aujourd'hui d'éducation nationale, et en fait autant leur faire chanter des leçons de maths, d'histoire, de français. Ça a été simple à adapter justement pour cette série, Mon coach 3e aux éditions Nathan, parce qu'on se dit que évidemment, encore une fois, cette méthode qui s'appuie sur une démarche neuroscientifique, qui s'appuie sur le savoir et la transmission du savoir par l'oralité, par la musique, ça doit être parfois compliqué de la passer à l'écrit. On a longtemps hésité, je vais vous faire une confidence, et c'est vrai que les équipes de Nathan ont été top, parce qu'eux, ils croient énormément à ce projet-là, ils ont mis, effectivement, ils ont fait un superbe livre qui est magnifique. Et on a eu une idée assez simple, c'est que vous avez l'affiche ici, donc je ne sais pas si on voit à l'écran, mais vous avez directement l'affiche avec le contenu. Je vais peut-être essayer de le remontrer. Voilà, si vous montez parfait, vous êtes un démonstrateur. Et vous avez un QR code ici. Et en fait, avec l'application, donc qui est disponible sur les stores, vous cliquez sur le QR code et vous arrivez directement sur la chanson. Donc ça permet en fait d'écouter et d'avoir un cahier. Parce que on est des professionnels du numérique, mais on aime quand même bien le cahier, quoi. Ouais, le papier c'est sympa aussi parfois quand même, mine de rien. Donc c'est comme ça que nous est venue cette idée, c'est de faire le pan sur cette verticale et avoir un cahier. Alors là, c'est le premier d'une série, je pense. Oui, parce que là, on s'attache en tout cas dans ce cahier qui est sorti, Mon coach 3e, le 5 janvier dernier, évidemment au programme de 3e, jusque-là tout va bien, mais Studitrax propose aussi aux élèves dès le CM1 de pouvoir justement passer ce programme en chanson, et vous allez jusqu'au lycée, si je dis pas de Oui, jusqu'en terminale, exactement. Donc on a des cours de philo, des cours d'économie, des cours de sciences au bac aussi. Donc on va effectivement du CM1 à la terminale, 1800 chansons. Donc toutes ces chansons sont disponibles sur la plateforme enseignant, et il y en a un peu moins sur l'application gratuite sur les stores. Mais en tout cas, il y a de la matière pour pouvoir en effet réviser ce programme. Dans la première partie de cette émission, on parlait de ce phénomène slow web que vous avez notamment beaucoup popularisé en France, Tariq Krim, le fait de se dire qu'on peut reprendre le pouvoir justement sur la technologie, qu'on est tout autant consommateur et consommatrice du web que citoyen et citoyenne du numérique. Comment est-ce qu'on peut continuer à imaginer ce slow web appliqué à l'éducation? Est-ce que ce sont encore une fois aux EdTech, aux entreprises, aux start-up, aux scale-up peut-être, soyons fous, de l'éducation, de pouvoir justement porter haut ces valeurs d'éthique, de transparence, de sobriété aussi numérique? C'est une question qui se pose à tous, c'est de savoir comment on développe ces outils. Je crois que jusqu'à maintenant, depuis l'arrivée de l'iPhone, il y a eu une course effrénée pour essayer d'arriver le plus vite possible en croissance. Alors une des chose qui était assez simple à faire, c'était de dépenser de l'argent en marketing et de grandir sur les réseaux sociaux. Cette technique, en fait, aujourd'hui, depuis le début de l'année, ne fonctionne plus. On a vu qu'il y a une crise aux États-Unis, qui est aussi une crise de l'inflation, qui fait que, comme les produits coûtent plus cher, les gens se disent, est-ce que j'ai besoin de 3 outils de streaming? Non. C'est pour ça que des sociétés comme Netflix, maintenant, ou Disney vont faire des versions gratuites ou moins chères avec de la publicité pour ne pas perdre leurs clients. Et on le voit par rapport à tous les outils. Je pense que le marché de l'éducation n'est pas épargné par ça. C'est qu'on a énormément d'acteurs. Chacun a une position, un positionnement différent. Et une des questions qui va se poser, effectivement, c'est comment soit consolider ce marché ou l'amener à une étape beaucoup plus mature. Et là, c'est vrai que on aura besoin à la fois du ministère de l'Éducation nationale, qui doit aussi jouer son rôle. On l'a vu dans la culture, il y a l'idée d'un pass culture qui a permis de... Même si le pass culture est essentiellement un pass manga, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Parce que les mangas, c'est de la culture aussi. Et en plus, vous le savez très bien, je sais que vous en avez plein chez vous, des mangas en l'occurrence. Marie-Christine Levé, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, nous parlait d'une probable arrivée dans chaque EdTech par le ministère de l'Éducation nationale au courant de l'année 2023. Oui, mais moi, je pense que c'est une bonne idée parce que ce qui est certain, c'est que le modèle publicitaire ne fonctionne pas et de toute façon, le modèle publicitaire oblige souvent les acteurs, alors soit quand ils sont désespérés ou soit quand ils sont très populaires, à devoir changer leurs habitudes pour, je dirais, s'optimiser autour de la publicité, alors qu'un modèle d'abonnement... il y a aussi le modèle gratuit. Je pense que l'Éducation nationale doit offrir des services gratuits de qualité. Ça, c'est un autre sujet. Mais de la même manière qu'on avait des cours, on avait aussi des suppléments scolaires, on avait des écoles pour apprendre, d'apprentissage. Je pense qu'il y a tout un panel d'acteurs qui doivent exister. Mais ce qui est certain,
c'est qu'il faut le stabiliser. Moi, je crois beaucoup au modèle de l'abonnement, ou en tout cas à un modèle qui n'est pas un modèle publicitaire. Je pense que l'ingérence de la publicité dans le domaine scolaire n'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Je pense qu'il y a plein d'autres endroits où les enfants sont exposés à la publicité. C'est pas forcément là que ça doit se passer. Donc là, c'est la question qui se pose, c'est comment on finance tout ça. Et je pense que c'est une des questions clés pour les années à venir. Il faut sanctuariser les usages numériques à l'école, Alexandre? Alors, je ne sais pas s'il faut sanctuariser, mais je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Tarek. C'est vrai que, en fait, il n'y a pas de marché de l'éducation en France. Il y a, lorsque une entreprise, pas EdTech, va créer son produit, il analyse son marché, il fait une analyse de marché, il va positionner le prix et il vend. En France, c'est pas ça. C'est vraiment le parcours de combattant pour les EdTech. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de publicité. Et je suis d'accord avec ça. On ne doit pas mettre de la publicité dans les écoles. Donc, ça veut dire qu'on se coupe une grosse source de revenus. Ouais. Donc, il faut aller sur l'abonnement. Mais on ne va pas aller voir les enseignants pour leur dire « Est-ce que tu pourrais me donner 30 € par mois pour mon appli ?» Ils n'ont pas d'argent. Et puis, on va pas... Enfin, voilà, c'est pas adapté. Donc, on passe par les appels d'offres. Nous, on a eu une chance inouïe d'avoir la confiance du réseau Canopé. Et c'est extraordinaire pour nous, puisqu'on est validé, on a eu du budget, on peut déployer notre appli. Mais il y en a combien qui sont restés sur le carreau avec des idées formidables? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... C'est pas un marché organisé. Donc, encore une fois, StudiTrack, je remercie l'Éducation nationale, je remercie le réseau Canopé, on est vraiment chanceux. Et ça marche, et c'est super, et on aide les gens, c'est cool. On arrive à lier les deux. Mais si on arrive à faire ce pass, effectivement, EdTech, c'est probablement la solution. C'est probablement une solution, puisqu'en fait, on va pouvoir fonctionner sur un modèle d'abonnement. Et ce modèle d'abonnement, l'utilisateur va pouvoir le dépenser. Plus que potentiellement des appels d'offres qui sont longs à mettre en place. Qui sont très longs d'un point de vue réglementaire et qui sont souvent vains, en l'occurrence, une fois qu'on a réussi à passer... Exactement. Donc, effectivement, il faut qu'on crée le marché de l'éducation en France. Créer le marché de l'éducation en France. Je rappelle que d'un point de vue justement du RGPD, de la souveraineté des données, de la souveraineté culturelle, le ministère de l'Éducation nationale a pris une décision forte, c'était en fin d'année 2022, bannir les suites Microsoft Office 365 et Google Workspace des écoles, puisqu'elles s'y étaient installées en étant gratuites au départ. Eh bien non, le gouvernement a bouté ces solutions hors des écoles et c'est désormais justement aux éditeurs, notamment européens, français et aux EdTech, de pouvoir s'emparer de ces usages numériques. Merci infiniment, messieurs, d'avoir fait un tour sur le plateau d'École du Futur. Merci Tarek Rim. On vous retrouve évidemment, notamment chez une de nos consoeurs, Delphine Sabatier, sur Bismart, avec vos chroniques justement sur la géopolitique du web. Merci infiniment, Alexandre Hooper. On retrouve StudiTrack sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi aux éditions Nathan désormais avec Mon Coach 3e. Et merci comme toujours avec Jeanne Dreyfus. On brûle d'aller au Palais Garnier suivre justement ces aventures immersives avec Arsène Lupin. On se retrouve demain, nous, pour un nouvel épisode de l'École du Futur.